C'est l'heure du grand dossier, soyez les bienvenus sur LCI. Ce soir, cet enjeu, réchauffement, canicule, quelle France pour 2050 ? Elle nous avait prévenu. La grande spécialiste, notre lanceuse d'alerte à nous, Evelyne Delia. Bonjour Evelyne Delia, on est ravis de vous recevoir. Vous aviez prévenu les Français en 2014. Vous aviez alors présenté un faux bulletin météo qui a anticipé les températures que pourrait connaître la France en 2050 pour tous nous sensibiliser. 12 ans après, eh bien, prévision pulvérisée. La France plus chaude que 99% du monde aujourd'hui. Alors, que faut-il imaginer à nouveau pour 2050 ? La barre des 50 degrés peut-elle être dépassée ? Et si oui, allons-nous un jour être prêts ? La France sera-t-elle à l'arrêt ? Vous le verrez aujourd'hui en France, on se bat pour un climatiseur. Non mais on se bat littéralement. Une centrale est stoppée, la chaleur menace le réseau électrique. Elle a des effets secondaires sur tous les aspects de notre économie, même le tourisme. Regardez cette image, c'est la Tour Eiffel, fermée dès 16h en raison des fortes chaleurs. Une journée comme celle-ci égale une demi-journée de grève pour notre pays. Des effets si nombreux à tous les niveaux. Thierry Marx sera avec nous sur ce plateau également pour en parler. Des effets si nombreux à tous les niveaux qu'une récente étude estime les pertes à 210 milliards d'euros pour l'économie française d'ici 2030. Alors voilà, le grand dossier c'est parti, réchauffement canicule. Quelle France pour 2050 ? Écoutez, regardez. On ne comprend pas trop le phénomène qui arrive. Les gens ils se sont battus, ils ont couru pour choper une clim et j'ai réussi à en avoir une du coup. Difficile à vivre. Parce que moi je suis du sud, où la canicule on connaît, et là je trouve que c'est étouffant ici. Oui, ça fait peur pour l'avenir. Et donc pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de vous accueillir, Evelyne Delia. Vous êtes chef du service météo TF1 LCI et donc lanceuse d'alerte. Merci beaucoup d'être avec nous. François Langlais, ravi également de vous retrouver. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Éditorialiste économie TF1 LCI. Valérie Nataf, bonjour. Bonjour. Éditorialiste politique LCI, ravi de vous retrouver également. Yves Gégaud, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Vous êtes directeur de la publication de la lettre du Made in France et vous êtes ancien ministre. Et nous serons également rejoints dans cette émission par Philippe Dessertine, Gérard Longuet ou encore Thierry Marx. Mais donc commençons par cette séquence qui fait encore aujourd'hui le tour du monde, qui a puissamment pour longtemps marqué les esprits. Nous sommes en août 2014. Il y a des ans, vous, Evelyne Delia, présentiez ce faux bulletin météo qui anticipait les températures pour 2050. Regardons dans le rétro. Dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans les capitales, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Alors Evelyne Delia, maintenant on va regarder devant nous. On va le faire ensemble, vous m'accompagnez, D'accord. si vous le voulez bien, juste ici. Alors, moi je vais prendre là, place ici, et vous juste là, et Evelyne juste là, exactement. Evelyne, le constat il est sans appel. Ces prévisions que vous nous présentiez il y a seulement 12 ans pour 2050 ont été largement dépassées aujourd'hui, avec 20 ans d'avance, Evelyne Delia. Oui, tout à fait. Alors déjà, par rapport à ce bulletin, prévision en cas de canicule, en 2050, 26 degrés, on les a évidemment pulvérisés. Hier, on avait 42 degrés du côté de Nantes, mais aussi de Bordeaux. Et là, si l'on regarde l'autre carte, alors là, ce dont on s'aperçoit, c'est que les températures étaient déjà prévues quand même élevées sur le nord-est du pays. Et c'est vraiment le cas encore et déjà. Mais c'est surtout sur les régions de l'Ouest, cette modification. Là, cet après-midi, La Roche-sur-Yon, on a déjà dépassé les 42 degrés. Oui. Et le thermomètre continue à grimper. Donc, sur cette carte aussi, on voit que les températures les plus élevées seront sur les régions de l'Ouest. Je fais un petit peu votre Evelyne Delia, regardez. Allez-y. Voilà, allez-y. Donc voilà, les 42 degrés, alors... Comment se prépare-t-on ? Vous voyez, pour cet après-midi, 42 degrés. Oui. On les dépassera peut-être du côté de Bordeaux. Ça, c'est une température prévue pour cet après-midi. On l'a déjà eu hier. Et je vous dis, les 42 degrés, on les a, par exemple, cet après-midi, du côté de La Roche-sur-Yon, du côté de Cholet. Donc, énorme différence, bien évidemment, avec cette carte. On voit que, pour l'instant, les températures de cet après-midi sont moins élevées sur les régions du Nord-Est. Mais les 41 degrés, on les risque fort de les avoir en fin de semaine sur le nord-est, puisque cette chaleur va progressivement se décaler. Mais 39 degrés sur la capitale, on a déjà eu 42 degrés 3, ça a été le record
absolus. Et aujourd'hui encore, on bat des records absolus de température. Cette journée est la plus chaude jamais enregistrée depuis 1947. C'est-à-dire une moyenne entre les minima de la nuit, minima qui étaient très élevés, puisque ça a été la nuit la plus chaude de plus, et les maxima de cet après-midi. Le thermomètre continue à grimper, mais déjà Météo France m'a dit, on sait, c'est déjà maintenant la journée la plus chaude jamais enregistrée. Et maintenant, ce qu'on a envie de savoir forcément, c'est face à cette nouvelle réalité qui est juste derrière moi, quelles sont les nouvelles projections pour l'avenir? Quelles sont les nouvelles projections pour 2050? Alors, Météo France est en train de travailler à ma demande d'ailleurs aux nouvelles projections en cette année 2026. En 2022, donc d'autres projections ont été faites. Alors ces projections sont faites à chaque fois en fonction des observations des années précédentes. Donc il est évident qu'en 2014, moi quand on m'a appelé en me disant 40 degrés à Paris, j'ai dit mais attendez, c'est fou, c'est pas possible. Et maintenant avec cette accélération, évidemment, les prévisions ont changé. 37 degrés. Toujours pour 2050, hein, oui, attention. Oui. Et on les a déjà atteints, les 37 degrés à Brest, et nous sommes en 2026. Les 42 degrés, on les a eus hier, et on les aura certainement encore aujourd'hui à Nantes. Alors, les 45 degrés, pas encore, mais par exemple à La Roche-sur-Yon, les 40 degrés, on les a eus aujourd'hui, et on les a même dépassés. Donc, on voit tout de même que ces températures devraient aller jusqu'à 48 degrés. Et je peux vous faire une confidence, c'est que quand Météo France m'a sorti en 2022 cette carte, ils m'ont dit, écoute, on met 48 degrés à Nîmes, mais nous pensons que les 50 degrés risquent d'y être. Voilà. Et donc ils ne le mettent pas pour ne pas effrayer. Et puis ce sont des prévisions. Oui. Et c'est vrai que celles de 2014, elles sont complètement obsolètes maintenant. Et bon, on est quand même parfois, alors on est quasiment dans les prévisions sur le nord-ouest, on l'est moins sur ces régions centrales, quoique des 43 degrés, on risque de les avoir déjà cet après-midi. Et ça, rappelons-le, c'est pour 2050, prévision pour 2050. 39 degrés à Biarritz, on a eu 41 degrés hier. Donc c'est complètement fou. Merci beaucoup, Evelyne Delia. On retourne autour de cette table pour continuer d'en parler ensemble. François Langlais, j'entendais, alors pour le citer par exemple, Dominique Seux hier sur France Inter qui disait nous sommes piégés, nous n'avons pas de prise sur ce réchauffement, nous sommes piégés. Et c'est effectivement notre réalité, vous le partagez? Pas du tout, pas du tout. Je pense que au contraire, il y a en réalité deux types d'actions. Il y a le travail sur le fondamental, c'est-à-dire la lutte contre les émissions de carbone. Alors là, on connaît les limites de ça. C'est vrai que notre action individuelle est assez modeste, puisque on travaille dans un univers où il y a 10 milliards de personnes, on ne contrôle pas ce qu'ils font, et de surcroît, on travaille pour dans 20 ans. Donc c'est difficile, mais c'est possible. Mais surtout, il y a tout le travail sur l'adaptation au changement climatique. Je voudrais prendre un exemple que tout le monde a en tête. Souvenez-vous, 2005, le cyclone Katrina, la plus grosse catastrophe naturelle de l'histoire des États-Unis. 50 milliards de dollars de dégâts, près de 2000 victimes. Aujourd'hui, il y a des cyclones de même intensité qui n'ont pas du tout les mêmes conséquences. Parce qu'on a travaillé. On a travaillé sur le bâti, on a travaillé pour organiser la sécurité, sur les écoles, sur les routes. Ça n'a plus rien à voir. Alors vous allez me dire, il s'est passé 20 ans. C'est vrai. Il faut du temps, il faut de l'argent, beaucoup probablement. Mais je pense que on peut imaginer qu'un événement comme celui qui nous frappe aujourd'hui servira de déclencheur et va changer à la fois les mentalités, l'orientation de l'épargne, les investissements pour ceux qui en ont les moyens. Et puis pour le reste, la collectivité pourvoira certainement à organiser mieux justement la climatisation des écoles. Mais l'autre exemple, si vous voulez, relativement récent, c'est l'épidémie. Ça nous est tombé dessus comme ça. Et de fait, on prend maintenant tout un tas de précautions qui probablement feraient que nous ne serions pas pris autant au dépourvu que nous l'avons été en 2019. L'histoire, Amélie, de l'interaction entre l'homme et le climat, entre les activités humaines et le climat, elle est aussi vieille que l'homme lui-même. Alors évidemment, il y a une question de course de vitesse. Là, pour le coup, ce sont les météorologues qui savent à quel rythme tout ça va se passer, parce que l'inventivité humaine, le travail, l'épargne, l'investissement, tout ça, ce sont des outils, mais leur vitesse est relativement lente, et il va falloir probablement aller beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait
à l'époque où, Evelyne, vous avez alerté justement tout le monde sur ce danger. Vous aviez aussi alerté en 2024, je vous ai lu dans Ouest France, et vous aviez cette phrase, vous disiez « Nous sommes au pied du mur ». C'était il y a 2 ans. Donc nous, on a envie, surtout après votre présentation, de vous demander, mais est-ce que vous estimez, Evelyne Delia, que nous sommes déjà dans le mur, ou faites-vous partie de ceux qui disent « Non, attention, ne tombons pas dans le catastrophisme pour autant ». Non, il n'est pas question de tomber dans le catastrophisme parce que ça ne sert à rien. Mais c'est vrai qu'on est au pied du mur et que maintenant on se rend compte. On se rend compte aussi quand on a des tempêtes de plus en plus violentes, quand on a de tous ces éléments qui sont pas forcément plus nombreux, mais de plus en plus violents. Et là, on est au pied du mur avec cette canicule exceptionnelle qui vient après celle que l'on a connue au mois de mai sur la Bretagne et la Normandie, entre autres. Et là, je peux vous dire déjà en avant-première que pour demain, 5 nouveaux départements vont passer en vigilance rouge, c'est-à-dire les départements des Hauts-de-France qui étaient en vigilance orange canicule, passent en vigilance orange rouge. Donc il n'est pas question de faire du catastrophisme, mais c'est d'informer, d'alerter et puis d'essayer aussi de trouver des solutions. Ça, c'est évident. Je le disais, la France elle a des températures supérieures à 99% de la surface de la planète pour aujourd'hui. Voilà, on est sur des dimensions qui sont quand même assez stupéfiantes. C'est pire en France qu'ailleurs. Je lisais que l'Europe, potentiellement, en Europe, la situation s'aggravait plus vite qu'ailleurs dans le monde actuellement. Et effectivement, oui, c'est alors, le cas. bon, ça c'est aussi un peu une question météorologique, parce que le réchauffement est plus important vers les pôles que vers l'équateur. Et c'est vrai que l'Europe n'est pas très loin du pôle Nord et de l'Arctique. Hein, la Suède, la Norvège, bon, et donc on est beaucoup plus sensibilisé à ce changement et à ce réchauffement climatique qui se fait beaucoup plus rapidement sur l'Europe que par exemple sur les pays proches de l'équateur. Et tout ça est durable? Franchement, ceux qui vous regardent là en ce moment se disent, Evelyne Delia, dites-nous que ça s'arrête samedi, et alors? Ça serait difficile de vous dire que ça s'arrête samedi. Pour certains, peut-être, près des côtes de la Manche, sur une partie du Nord-Ouest. En revanche, à partir de vendredi et samedi, ces températures seront... On a vu les températures d'aujourd'hui qui étaient moins élevées sur les régions du Nord-Est qu'à l'Ouest. Mais ça sera l'inverse. Et les 40-41 degrés, on risque fort de les avoir sur le Nord-Est pour la fin de la semaine. Merci infiniment, Evelyne Delia, d'avoir été avec nous. Vous êtes une femme légèrement occupée en ce moment. Je vais devoir vous laisser filer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est vraiment précieux. Merci beaucoup. On prend la direction du terrain maintenant. On prend la direction de Nantes. À Nantes, Colline Chambol, à la gare, sous la Verrière, en tout cas tout près, avec Florian Paume. C'est la fournaise. Racontez-nous, c'est l'exemple nantais qui est en train de monter dans les esprits. Expliquez-nous ce qui se passe. Exactement, cette mezzanine, elle fait polémique parce qu'en fait, elle a été rénovée en 2020. Elle a coûté 37,5 millions d'euros pour une promesse particulière, la promesse de la régulation de la température. Et on y est allé avec Florian Paume et on peut vous dire que ça ne fonctionne pas du tout. Les gens préfèrent rester en bas plutôt que monter et devoir affronter la chaleur. On a même vu un petit thermomètre le long des vitres qui nous disait qu'il faisait 42,9 degrés à l'intérieur de cette mezzanine alors qu'il fait 41 degrés dehors, donc c'est soit quasiment 2 degrés de plus qu'à l'extérieur. On a essayé de parler avec les commerçants de cette mezzanine. Pour tout vous dire, visiblement ils n'ont pas le droit de nous parler. C'est un commerçant qui nous a montré très discrètement ce petit thermomètre sur le côté. Les voyageurs, ils sont un peu en détresse face à cette température. Ils restent au rez-de-chaussée, mais il y a quand même des malaises voyageurs. On a vu un camion de pompiers arriver à la gare tout à l'heure. Et pour ce qui est des trains, 3 trains régionaux ont déjà été annulés à cause de la canicule. Merci beaucoup, Colline Chambol avec Florian Paume depuis cette gare de Nantes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Monsieur Dobrinski, Philippe Dobrinski, vous êtes climatologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS et auteur du prochain rapport du GIEC. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je me permets juste d'élargir un peu le panel pour nos téléspectateurs. Il y a les gares, il y a la question des hôpitaux. Je voudrais vous montrer maintenant des images d'hôpitaux. L'hôpital de Bordeaux précisément, jusqu'à hier, la clim était en panne au service réanimation de cet hôpital et faute de store, les soignants ont scotché des couvertures de survie sur les fenêtres un peu comme ils peuvent. Le manque de climatisation
un impact sur la santé des patients. Ça c'est signé Mathias Vargon qui parle de perte de chance. Écoutez, c'était ce matin sur RTL. C'est une perte de chance pour les patients parce que quand vous arrivez aux urgences et que vous avez un coup de chaleur, le seul traitement qui marche, c'est se refroidir. Donc si on peut pas vous refroidir ou alors avec des moyens comme les glaçons devant un ventilateur, c'est une perte de chance. Et pour le personnel, le personnel, il est harassé et donc il travaille moins bien. Mais encore une fois, c'est une question essentiellement d'argent. Voilà pour cette déclaration. Et en fait, François, ça me donne envie de vous poser cette question. On continue de se projeter sur 2050. On va être toujours plus, on l'a compris avec Evelyne Deléa, sous le coup de ces chaleurs. La France va pouvoir suivre le rythme ou est-ce que c'est la garantie d'un pays au ralenti pour aujourd'hui et encore plus pour demain ? Écoutez, il y a deux aspects dans votre question. Il y a l'impact de la chaleur sur l'activité économique. Il est très sensible. C'est très documenté. Il y a des études qui ont été faites. La productivité, c'est-à-dire la quantité de choses produites par chacun d'entre nous, décline de 4% par degré au-dessus de 27 degrés. Donc ça va vite. Et au-dessus de 33-34 degrés, la productivité globale de la région qui est affectée par cette température diminue de moitié. Et on peut penser qu'en plus, la France est spécialement vulnérable compte tenu de la structure de son activité, où il y a bon nombre de secteurs dont l'activité s'effectue à l'air libre. C'est le tourisme. On parlait tout à l'heure de la fermeture de la Tour Eiffel à 16h. Bon, momentanément, ça représente une perte de chiffre d'affaires. Mais du Louvre pour plusieurs jours et le Mont-Saint-Michel déconseille les visites. Bien sûr. Et tous les touristes internationaux, on est la première destination mondiale, qui voient ça, vont se dire peut-être, après tout, pourquoi pas plutôt un autre pays européen dans lequel on serait un peu moins exposé à cet inconvénient. Donc, on voit bien que la France, de ce point de vue, est exposée. Elle l'est aussi avec l'importance du secteur logistique, qui lui aussi travaille beaucoup à l'air libre. Donc effectivement, ça représente une potentialité de perte de croissance. Mais 210 milliards d'euros d'ici 2030, dit Allianz Trade dans son étude. Oui. Alors bon, c'est une étude qui est assez globale, qui concerne la période entre 2026 et 2030. Donc ça a le bénéfice d'alerter sur le fait que ça n'est pas sans conséquence et sur l'activité et donc mécaniquement sur le déficit, puisque entre l'activité et le déficit, il y a la recette fiscale qui elle aussi diminue avec la chaleur. Donc c'est utile d'avoir ça en tête, même si les ordres de grandeur justement n'ont pas la précision qu'on peut en attendre. Mais derrière la question que vous posez, il y a aussi la question des moyens. Ça c'est sûr. Il va falloir choisir. On a un mur d'investissement, à la fois à cause du vieillissement, à cause de la transition écologique et du fait qu'il faut atténuer le changement climatique, et puis qu'il faut s'en protéger, c'est-à-dire adapter. Et on pourrait rajouter les investissements dans la défense dont on parle souvent sur ce plateau. Donc tout ça n'est pas hors de portée, mais il va falloir faire des choix. Oui, comment on finance cet avenir-là ? Là, c'est une vaste question. En gros, je vais faire beaucoup plus direct, les Français ? Et si oui, comment ? Si vous voulez, on retombe sur le problème central de la France, qui est que la base productive est trop étroite. C'est mesuré par tout un tas d'indicateurs internationaux, c'est-à-dire le nombre d'heures travaillées dans le pays est insuffisant par rapport à nos besoins de redistribution et à nos besoins d'investissement. Donc il faut travailler davantage, plus longtemps. Et puis, probablement aussi faire des choix. Peut-être qu'il ne faut pas rembourser à 100% les boîtes de Doliprane. Je ne suis pas sûr qu'on arrive rapidement, si on entasse les boîtes de Doliprane, à financer la climatisation pour les Français. Mais c'est un exemple qui montre bien qu'on ne pourra pas tout faire en même temps et que face à l'urgence qui est révélée par la situation actuelle, il nous faudra faire des choix. Mais il y a un bénéfice dans cette brutalité, c'est que ça frappe les esprits. Nous sommes tous incommodés, pour dire les choses de façon d'ailleurs assez modeste, voire très gênés. Dans nos chairs. Bien sûr. Et pour nos enfants, pour nos parents, etc., encore davantage, qui sont les plus vulnérables. Donc, ces quelques jours, nous avons pris conscience du fait que c'est indispensable de faire des choix pour privilégier ces... Pour combien de temps, François ? Pour combien de temps ? Écoutez... Non, si on suit Evelyne et vous, probablement, ces épisodes vont se renouveler. Il y en a eu un en mai, il y en a en juin. Peut-être, je ne sais pas de quoi sera fait l'été qui vient. Mais la piqûre, si elle est faite régulièrement, elle finit par produire des effets. Vous croyez à l'électrochoc, Yves Gégaud ? Moi, je pense d'abord qu'on vit, des chiffres le montrent, un moment d'histoire sur le climat.
je ne sais pas, le climatologue en dira plus que moi, mais c'est historique ce qui se passe. Donc effectivement, il y a une prise de conscience. Moi, je pense qu'elle sera beaucoup plus durable qu'on ne peut l'imaginer des Français, frappés dans leur chair. Soit cette prise de conscience, elle est destructrice, soit elle est salvatrice. C'est-à-dire que le rebond qu'évoque François Langlais, moi je le partage. Je pense que notre pays a besoin d'un rebond, d'un moment d'électrochoc pour changer de modèle. Voilà. Changer complètement de modèle. Alors le nouveau modèle, c'est un modèle pas si simple que ça à mettre en œuvre, mais qui peut nous sauver. D'abord, poursuivre les efforts sur l'atténuation, c'est le grand débat. On a eu quand même beaucoup de débats depuis des années. On nous disait, on met tout sur l'atténuation, l'adaptation. Si on parle d'adaptation, on oubliera l'atténuation. Il faut faire. On voit qu'aujourd'hui, il faut faire les deux à la fois. La climatisation, mais pas seulement. Hein. Les réseaux de froid dans les villes. Il y a 100 villes en France qui peuvent développer un réseau de froid qui en ont tout à fait la capacité. Il faut mettre des moyens pour que ces réseaux de froid, côté des réseaux de chaleur, se développent et qu'on arrive à rendre les choses tout à fait vivables. Et puis enfin, que cet électrochoc nous permette aussi de dire il va falloir produire des outils pour l'adaptation, des outils nouveaux. Ces outils qui peuvent être des pompes à chaleur, des climatisations, des réseaux de froid. Enfin, on peut multiplier à l'infini tout ce qu'il va falloir faire pour mieux stocker l'eau, pour mieux la préserver, etc. Faisons aussi de la production de ces outils un enjeu national. On a fait des efforts récemment pour construire des méga-usines de batteries. La voiture électrique étant un outil de l'atténuation. Eh bien, faisons les mêmes efforts pour construire les méga-usines de pompes à chaleur pour qu'on puisse aussi être dans l'adaptation. Ça peut être une opportunité, c'est ça que je veux dire. C'est très désagréable, c'est la question d'une génération, mais c'est peut-être une opportunité formidable pour réinventer la France. Je pense que vous trouverez des alliés dans cette réflexion pendant cette heure qui nous attend et vous verrez qu'effectivement, certains estiment qu'il y a des opportunités à saisir pour se transformer si on assume que nous sommes devenus un pays du Sud. On en reparle dans quelques instants, mais comme on a la chance d'avoir Monsieur Dobrinski, qui est l'auteur du prochain rapport du GIEC, j'ai envie de savoir qu'allez-vous coucher sur le papier dans votre prochain rapport. Quelle France de 2050 allez-vous proposer et décrire ? Oui, alors je ne vais pas dévoiler ce qui va se passer dans le prochain rapport du GIEC, voilà, on est en train de l'écrire. Par contre, non, mais il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. D'une part, et puis je vais revenir sur le plan national d'adaptation au changement climatique et donc la trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique. Donc en 2050, en gros, on devrait avoir à peu près 5 fois plus de jours de canicule, 12. Alors, faut faire attention, les canicules, ce qui fait mal, ce sont les nuits tropicales, hein, donc celles qui excèdent autour des 25 degrés. Et on arriverait quasiment à un tiers de jours de nuits tropicales en Méditerranée, donc sur le pourtour méditerranéen français. Donc ça doit effectivement éveiller un petit peu nos consciences. Là, en ce moment, on a des anomalies de température de surface de l'eau qui sont des inhibiteurs, justement, à réduire la température nocturne. Tout ça, effectivement, indique que on vient juste d'effleurer un petit peu ce qui risque de nous attendre dans les 10 prochaines années. Donc il est grand temps, effectivement, d'agir. Et là, c'est clair que des efforts ont été mis sur l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et beaucoup de retard a été pris sur l'adaptation. On a développé, suite à 2003, toute une procédure de gestion d'urgence et en réaction. Et maintenant, il faut travailler sur l'anticipation. Et là-dessus, on est un peu en retard vis-à-vis de certains de nos voisins. J'ai retrouvé un édito du Monde il y a quelques jours, qui disait « L'épisode caniculaire actuel n'est que la version en miniature d'un futur non géré ». Oui, mais Mathias Varagon ce matin disait quand même, alors c'est pas dans l'extrait que vous avez cité, mais j'étais en face de lui à RTL, il disait ça n'a rien à voir avec 2003, même si les températures sont de fait quasiment les mêmes, c'est un jeu. Parce que 2003 s'est produit. Et qu'on fait beaucoup plus attention. C'est-à-dire que tout ça, finalement, il y a un savoir qui est là, l'expérience, qui nous enseigne des choses et qui nous enseigne justement à prendre des précautions. Faut pas non plus sous-estimer cet aspect-là. Dans un instant, quand même la Tour Eiffel est fermée dès 16h en raison de la canicule. Et ça vous montre bien que toute l'économie, elle est touchée en réalité, même le tourisme. Et oui, c'est quand même tout un symbole. Alors, quelle France en 2050 ? On va continuer d'en parler quand en 2026 nous nous battons pour un climatiseur. Et encore une fois, c'est du concret.
quand le réseau électrique est fébrile, quand une centrale est à l'arrêt, quand certains trains ne peuvent plus rouler. Alors imaginons en 2025, 2050, quelle France faut-il paniquer, être catastrophée? On continue d'en parler, notamment avec Gérard Longuet, je vous en prie. Faites votre entrée sur ce plateau, ancien ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Faites votre entrée également, Philippe de Sertine. Je suis ravie de vous retrouver également, économiste, directeur de l'Institut de Haute Finance, auteur du livre Le Grand Basculement aux éditions Robert Laffont. Bon vent, François Langlais, à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Et Thierry Marx également va nous rejoindre. La canicule écrase la France. Pourrait-elle mettre le pays à l'arrêt? On en parle dans un instant, à tout de suite. Vous êtes bien toujours devant le grand dossier. On se projette aujourd'hui. Réchauffement, canicule. Quelle France en 2050? On en parle avec mes invités, bien évidemment. Mais là, tout de suite, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. Elles sont un triste fléau de la canicule. Je parle des noyades. Elles ont fait 40 morts depuis le 18 juin, annonce du Premier ministre. Il a présidé une nouvelle réunion de la cellule interministérielle de crise alors que plus de la moitié de la France est en vigilance rouge canicule. Le Premier ministre qui demande à ses ministres de ne pas se déplacer pour que les services de l'État restent concentrés sur la canicule. Le Hezbollah dénonce une violation flagrante de cessez-le-feu après des tirs israéliens dans le sud du pays. Ils ont fait 2 morts dans le sud du Liban selon l'agence officielle. L'armée israélienne assure avoir visé une cellule de terroristes armés. Pour son œuvre, pour son engagement et pour son courage, l'historien et résistant Marc Bloch entrera ce soir au Panthéon aux côtés de son épouse Simone Vidal, 82 ans après son exécution par la Gestapo en juin 1944. Il rejoindra ainsi Simone Veil, Joséphine Baker ou encore Missak et Méline Manouchian, tous panthéonisés à l'initiative d'Emmanuel Macron. Émission spéciale à suivre sur LCI dès 21h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Et donc vous êtes toujours devant le grand dossier et on se projette, réchauffement canicule, quelle France en 2050? Et nous projetons avec Valérie Nataf, avec Yves Gégaud. Nous sommes toujours avec Philippe Dobrinski. Merci également à Philippe de Sertine de nous avoir rejoints, économiste, directeur de l'Institut de Haute Finance. Et vous êtes l'auteur de L'horizon des possibles chez Robert Laffont. Et merci également à Gérard Longuet donc d'avoir accepté l'invitation, ancien ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Alors elle ressemblera à quoi notre France de 2050? Est-ce qu'elle sera au ralenti, voire à l'arrêt en raison des températures? La canicule enchaîne en ce moment les records. Organismes, mais également infrastructures sont fortement mises à rude épreuve. Centrale thermique à l'arrêt, train parfois à l'arrêt aussi, réseau électrique sous grosse pression. Mais moi je m'arrête là parce que c'est Philippe Dessertine qui va nous éclairer. Vous m'accompagnez? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors moi j'explique un peu à nos téléspectateurs. La canicule, elle n'a que quelques jours, mais déjà il y a de nombreux incidents sur le réseau SNCF qui se multiplient. Je vais prendre 2 exemples particulièrement frappants pour la seule journée d'hier. À Bordeaux, rupture d'un caténaire sous l'effet de la chaleur à seulement 100 mètres de la gare. Mais résultat, plus d'électricité pendant 1 heure, des centaines de voyageurs bloqués, 4 heures de retard. Dilatation du métal à l'origine de la situation. Ah, vous y étiez? Enfin, j'ai été, oui. Dans le train? Oui, exactement. Dans l'un des 4 heures de retard. Donc, combien de la température? Et la température dans les wagons? Très chaude, puisque en plus, j'avais pas de climatisation dans mon wagon. Donc, je pensais pas avoir un témoin en plus. Oui, arrêté Angoulême après. À mes côtés. D'accord, mais vous gardez le sourire, c'est déjà pas mal. Oui, parce que c'est fini. Certes. Vous avez un peu plus frais aussi ici. Plus grave, cette fois, et plus pénible près de Dijon. Là, cette fois, c'est un train qui reliait Bâle en Suisse à Paris qui a été immobilisé 6 heures, pleine voie. La clim ne fonctionnait pas. Par endroits 50 degrés, des malaises. Ils ont finalement pu, les passagers, embarquer dans un autre train pour arriver à Paris à 2 heures du matin. Voilà. Alors, une fois qu'on fait cet état des lieux du transport français, quel enseignement en tirer dans des conditions pareilles? L'enseignement à tirer, je crois, du point de vue général de ce qui se passe aujourd'hui, mais en particulier dans les transports, c'est que nous avons un pays qui continue à penser qu'il est dans une logique, finalement, d'un climat tempéré. Alors que ce qui se passe, ça s'est produit déjà au mois de mai cette année, on a eu également du temps très chaud en 2025, on va avoir une fréquence de plus en plus grande d'événements de ce type. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on investisse pour avoir, par exemple, des infrastructures de transport qui soient adaptées aux grandes chaleurs. Et là, on va prendre des exemples très très clairs. En Espagne, vous n'avez pas ce genre de problème. Comme d'ailleurs, quand on a des grands froids, on dit mais c'est quand même terrible. Au Canada ou voire même en Allemagne, eux, ils ne sont pas bloqués. C'est vraiment la réflexion qu'on doit engager en disant maintenant, l'investissement prioritaire, c'est comprendre que ces événements climatiques ne sont plus des événements, ils sont récurrents.
rassurant. Les scientifiques nous le disent depuis des années, nous avertissent en disant ça va se produire. Maintenant, ça se produit. Ça va se produire de façon de plus en plus récurrente. On bat des records. Alors, on fait des émissions spéciales. Et puis, la semaine prochaine, quand on revient en température normale, on oublie. Non, on doit avoir une stratégie et on doit investir. Alors, je prends un autre exemple pour nos téléspectateurs. C'est une centrale nucléaire, cette fois, qui était à l'arrêt dans le sud-ouest. Me dites pas que vous y étiez. Hein. Non, mais je la connais très bien, puisqu'elle est entre Bordeaux et Toulouse. Bon, parfait. Le réacteur numéro 2 de la centrale de Golfech, le numéro 1, était déjà à l'arrêt pour maintenance. Mise à l'arrêt volontairement pour le respect des normes environnementales. En fait, avec la canicule, l'eau de la Garonne, elle est déjà à 28 degrés. C'est le maximum autorisé. La mise à l'arrêt pourrait durer plusieurs jours. Là encore, les enseignements, est-ce à dire 2050, en fait, si on continue comme ça, on sera à l'arrêt totalement ? Non, on ne sera pas à l'arrêt, on se sera adapté parce qu'on espère évidemment qu'on va avoir une vraie stratégie de ce point de vue. Une stratégie très importante est autour de l'électricité, bien sûr, et là cette centrale représente cette question autour de l'électricité. La deuxième stratégie, peut-être encore plus importante, la première, c'est autour de l'eau. La question de l'eau, elle est absolument fondamentale. C'est le grand actif du 21e siècle, on va dire, si vous voulez. Le 21e siècle, c'est l'électricité qui devient plus importante que le pétrole, mais peut-être l'eau qui devient plus importante que tout, du point de vue mondial. Et donc là, au fond, on a le reflet des deux, parce que vous évoquez la température en hausse de la Garonne, mais aussi le niveau de la Garonne, c'est-à-dire le niveau de l'eau, qui est aussi quelque chose qui va devenir de plus en plus compliqué à gérer si on a les lunettes d'avant. C'est-à-dire si on continue à penser que finalement la France va continuer comme avant. Non, la France va changer, nous allons changer. Ça suppose de l'investissement et une stratégie. Alors je prends un troisième exemple, là encore très concret, c'est la grosse inquiétude sur les réseaux électriques. Très sollicité, vous l'imaginez ces jours-ci. Un exemple, cette fois pour les fans de hard rock. Non mais c'est du concret. Hein. Le concert du groupe Iron Maiden a été interrompu pendant 1 heure à cause d'une panne d'électricité. On parle de 30 000 personnes qui se trouvaient dans la salle de la Défense Arena. Regardez cette petite séquence, regardez. Un problème avec l'électricité dans cet bâtiment. Maintenant, il y a malheureusement un couvre-feu à 11h30. Donc, Gérard Longuet nous disait qu'il y était au concert, bien sûr. Alors, on attend encore de savoir si c'est totalement à 100% lié au réseau électrique et à la canicule, mais ce qui est certain, c'est qu'Enedis là anticipe des défauts et même des coupures de certains câbles. Là encore, on est à bout de souffle. C'est la preuve que nous sommes à bout de souffle. Ou attendez, faut se calmer encore un peu quand même. Non, je crois qu'il y a deux questions. Il y a ce qu'on évoque à l'instant, le fait que nous allons devoir investir sur un réseau qui va être soumis maintenant à des contraintes que nous ne connaissions pas d'avant. Et je le répète, vous avez des pays chauds, et l'Espagne en est un, et il est dans l'Europe, qui savent que ces contraintes doivent être intégrées dans les investissements. Nous ne l'avons pas fait, nous allons devoir avoir une stratégie d'investissement de ce point de vue. Puis le deuxième élément, c'est que quand vous avez des événements de type caniculaire, maintenant, eh bien, ça sollicite énormément le circuit électrique. C'est-à-dire qu'en réalité, on se rend compte, évidemment, et on va s'en rendre compte de plus en plus au fur et à mesure, par exemple, qu'on va utiliser justement ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait que l'électricité nous permet de baisser la température, signifie que vous aviez des pics électriques quand il fait froid, et maintenant vous avez des pics électriques quand il fait chaud. Or, à ce moment-là, nos réseaux à l'ancienne ont du mal à supporter ces pics, et donc, toujours pareil, toujours la même rengaine, investissement. Merci beaucoup Philippe Dessertine. On se retrouve devant cet écran dans quelques instants parce qu'on va parler de projection sur l'économie pour 2050. Je me tourne vers vous, Monsieur Longuet. Vous avez été donc ministre de l'Industrie 93-94. Vous aviez des alertes sur ce sujet. Est-ce que vous mettez sur la table des projections climatiques en vous disant, Monsieur le ministre, il va falloir agir? Et si oui, est-ce que la situation a été sous-estimée par les différents exécutifs qui se sont succédés? Non, je crois que l'idée des gaz à effet de serre était parfaitement connue, qu'on ne mesurait pas le développement dans les différentes parties du monde des conséquences les plus proches, les plus immédiates de ces effets, ces gaz à effet de serre. Et il y a eu un vrai débat sur la consommation énergétique avec une perte de temps, il faut bien le reconnaître. On a cessé de construire, on a construit peut-être beaucoup trop de centrales nucléaires au début, jusqu'à 5 par an. Et puis depuis, je pense que c'est Civaux, c'est-à-dire en 98, on n'en a pas construit pendant 20 ans. Donc ça pose un petit problème de régularité et de gestion globale de ces efforts. Je crois que Philippe Dessertine a complètement raison.
il faut investir. Ce n'est pas une idée évidente et on ne le fait que lorsque l'on ait le couteau sous la gorge, qu'on soit une collectivité publique, l'État ou un particulier. Je crois que les particuliers feront ces efforts, mais en faisant ces efforts, ils déplacent le problème vers les réseaux électriques et vers la production d'énergie. Il faut la distribuer, mais il faut aussi la produire. Et là, on va avoir un débat assez passionnant. Quelle est la formule la plus judicieuse ? Et nous aurons un débat politique avec ceux qui nous expliqueront qu'il faut tout programmer, et ceux dont je fais partie, qui considèrent qu'il faut surtout informer et investir, sachant que chaque investissement doit trouver sa clientèle et donc sa rentabilité. Mais vous êtes optimiste pour 2050, puisqu'on se projette par nature, mais je constate que la nature humaine a plutôt relevé la plupart des défis qu'elle a rencontrés, et il n'y a strictement aucune raison de penser... Nous n'avons pas été précédés que par des imbéciles, et il n'y a aucune raison de penser que nous serons suivis et par des idiots. Donc moi, je suis plutôt confiant. Et vous ? Alors, je ne sais pas si je suis confiant ou pas, ça on verra quelle est la mémoire que l'on a de cet événement, parce que dans le passé, la mémoire a été courte aussi. Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit par Philippe de Sertine. Donc, hier, le pic de consommation de la clim, c'est 10 gigawatts, donc 10 centrales nucléaires quand même. Donc, il faut avoir en tête, et donc on a compensé par 7% d'émissions liées au gaz. Donc, on a exploité des sources d'électricité au gaz. Donc, c'est pas anodin de parler de cette adaptation. Est-ce que la clim est à déployer partout ? Ça, c'est probablement quelque chose à bien penser. On doit avoir une approche de l'adaptation qui est complètement systémique, quoi. Et là-dessus, je pense qu'on doit vraiment aussi aller regarder ce qui se fait à nos côtés. Et le deuxième point qui, pour moi, est vraiment majeur, et ça, j'abonde complètement, c'est l'eau. En fait, on oublie que l'eau, déjà quand il fait très chaud, en fait, on évapotranspire beaucoup. Donc c'est des situations de sécheresse qui vont arriver. Et l'eau, que ce soit pour des problématiques d'alimentation électrique, hein, avec l'hydroélectricité ou la production nucléaire, mais que ce soit pour l'irrigation, que ce soit pour les usages, pour l'eau potable, pour l'industrie, l'eau va devenir le nerf de la guerre dans les prochaines années. Mais est-ce que c'est bien parti, Valérie Nataf, pardon pour cette question, elle vous met un peu sous pression, mais est-ce que pour 2050, non seulement vous croyez à l'électrochoc, mais est-ce que du côté politique, on commence à bosser, mais sérieusement, pour essayer d'éviter le mur, quoi ? Alors, puisque vous me posez la question cash, je vais répondre cash. Je ne le crois pas. Pardon d'être la pessimiste autour de cette table. Comme monsieur, je crois que les événements climatiques dramatiques qu'on a de plus en plus souvent sont oubliés de plus en plus vite, comme si il ne s'était rien passé. Il y a eu un épisode au mois de mai. Bon, on a reproché au gouvernement de ne rien avoir anticipé, donc là, il fait vraisemblablement beaucoup plus pour éviter le reproche, mais chaque débat politique, avant une présidentielle, avant une des municipales, l'écologie... Pardon, je vais oublier ce terme. La transition énergétique n'est pas au cœur des débats. On parle des forêts urbaines, etc. Mais en gros, il y a d'autres priorités qui sont toujours plus prioritaires qu'avant. Moi, c'est pour ça que je suis hostile au régime présidentiel. Bon. C'est une machine à étouffer. Je vais juste finir. Par exemple, moi, j'ai lu des choses qui m'ont beaucoup frappé. C'est que, par exemple, pourquoi est-ce que il fait si chaud en France en ce moment ? Vous allez me dire si je me trompe, ce qui est fort probable n'étant pas une spécialiste. Nos forêts n'arrivent plus à absorber, parce qu'elles sont malades, la quantité de carbone que nous émettons, et il faudrait en replanter en quantité pour pouvoir maintenir un niveau d'absorption du carbone. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Si, il y a un certain nombre de forêts en France qui et donc, capable de... ça, par exemple... Qui en parle ? Pardon, je vais pas me mettre en avant, mais dans les débats que nous avons sur l'aménagement du territoire, sur les investissements, Valérie a raison. Sachant que vous avez été ministre tous les deux, et donc peut-être pouvons-nous regarder dans le rétro en se disant qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'on pourrait faire mieux aujourd'hui. On peut tous regarder, moi j'étais ministre en 2008-2009, regarder ce qui n'a pas été fait, mais moi je pense que le débat sur ces sujets a été pollué, a été
pourri par une idéologie de gauche qui est venue s'emparer de la question de l'écologie, qui nous a expliqué que le nucléaire c'était mal, alors que le nucléaire c'était l'énergie propre dont on avait besoin, qui nous a expliqué que l'adaptation c'était pas bien et qu'il fallait continuer l'atténuation, qui nous explique encore aujourd'hui, j'ai entendu un certain candidat d'extrême gauche expliquer que les climatiseurs c'était tout le contraire de ce qu'il fallait faire, qu'il fallait construire autrement et autres, aller expliquer, tiens, prenons juste un exemple aux gens qui sont dans les prisons en France aujourd'hui, dont personne ne parle, qui sont en train de crever de chaud sur ce sujet, qu'on va construire les prisons autrement, puis que ça va les rafraîchir par des couloirs ceci ou cela. On a été pourris et pollués par des gens qui ont mis de l'idéologie dans l'écologie et qui ont fait que l'écologie n'a pas avancé, n'a pas été un sujet de consensus, n'a pas été un sujet politique partagé par les Français, et que si ça ne cesse pas et qu'on n'a pas un vrai débat de fond et que c'est pas le cœur de la problématique de tous les candidats à l'élection, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, bien effectivement, on sera pollué par ceux qui, pour des raisons électoralistes, racontent tout et souvent n'importe quoi. Alors, je pourrais partager un certain nombre de vos prises de position, mais il faut reconnaître quand même à ceux que vous dénoncez, ceux qui ont fait de l'écologie politique, ils ont été des lanceurs d'alerte au moment où personne ne voulait en l'entendre, et parfois ils ne se sont pas trompés. Ça allait très bien. Non mais, oui, même après, vous êtes dans la provocation, je le comprends. Bien sûr, mais il faut un peu réveiller le plateau. Non mais on s'endort pas malgré la chaleur. Mais Valérie, vous avez raison. Il y a eu une vertu, c'est de mettre le sujet sur la place publique. Mais il y a eu un inconvénient qui est presque aussi fort que la vertu, c'est de le politiser à outrance et d'expliquer des choses fausses et d'empêcher d'avancer, par exemple sur les questions d'adaptation, par exemple sur les équipements publics, d'avancer au rythme où il aurait fallu avancer. Alors, c'est ça le fond du sujet. C'est qu'ils ont eu des avantages, je les reconnais bien volontiers, mais des gros inconvénients idéologiques. Alors la clim, elle revient toujours au cœur des débats, ça on a bien compris. Et d'ailleurs, l'une de nos équipes, Jordan Olivier et Jeanne Badarou, sont allés voir très tôt ce matin ces femmes et ces hommes qui cherchent encore des clims là dans tout Paris. Donc ils sont allés par exemple au Darty de Beaugrenelle, voilà, c'est très concret. Certaines personnes, ouverture 10h, étaient là depuis 8h du matin. Et plus fort encore, quand ils ont interrogé certaines de ces personnes, ils ont décrit des scènes avec des gens qui se battent, qui se sont battus pour obtenir de la climatisation. C'était assez compliqué, parce que moi je suis arrivé, il était 9h. Pendant 1 heure, j'ai attendu l'ouverture de Darty. Et une fois qu'on était dedans, les gens ils se sont battus, ils ont couru pour choper une clim. Et j'ai réussi à en avoir une du coup. On avait eu l'info la veille en se pointant en magasin qu'il y aurait un arrivage ce matin et qu'il n'y en aurait pas mercredi et qu'il n'y en avait pas eu le week-end dernier. Donc ils savaient que ça arrivait, quelques éléments. Et là, mon père est parti chercher du scotch pour bien attacher ça sur le vélo cargo, qui sert normalement à mettre les 2 enfants, mais là ça va servir à ce que les enfants dorment bien cette nuit. Alors, vous savez ce que nous racontait Guillaume Roquette à votre place justement hier, il nous parlait du groupe Atlantique, qui est un fleuron vendéen du chauffage et de la climatisation, propriétaire des marques Atlantique, Thermor, Sauter, etc., et qui a été racheté par un groupe nippo-américain. C'était le 22 mai, donc autant dire hier. On a un problème et d'industrie et de souveraineté. Savez-vous pourquoi ils ont été rachetés ? Parce que c'est la vie des entreprises. Les 2 familles des 2 fondateurs étaient en conflit depuis 10-15 ans, et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de vendre leur part. Et cette vente va sans doute permettre d'apporter des capitaux plus stables et plus unifiés pour développer une très belle entreprise française. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Si on n'a pas de capitalistes, on va les chercher ailleurs. Pardon Amélie, si les usines restent en France, qu'ils appartiennent à des Chinois, à des Japonais ou on n'est pas raciste. On est souverain parce que l'usine est en France. Il y a d'ailleurs un autre groupe qui est le groupe Intuis qui est aussi sur ces sujets-là. Mais c'est là où il faut mettre le paquet, c'est là où la puissance publique doit mettre le paquet pour aider ces fabricants de pompes à chaleur et de climatisation à ce qu'on achète autre chose que des produits chinois, parce que vous avez vu le reportage, c'est que ce qu'a acheté ce monsieur est bien content sans doute de le trouver ce matin. Mais pardon, donc ça veut bien dire que l'État, donc vous dites l'État doit faire plus et mieux pour aider notamment les entreprises qui se battent sur ce front-là. Un plan d'adaptation, il passera par un plan de production sur notre territoire. Mais ou alors on n'a rien compris. Si c'est de l'adaptation pour aller acheter des produits chinois, on s'adapte à rien. Gérard Longuet, et après je viens vers vous, Philippe de Sertine. Je suis assez méfiant. Je suis fonctionnaire à l'origine. J'aimais beaucoup l'État et j'aimais beaucoup la planification. Et puis j'ai vu comment ça fonctionnait. Ça fonctionne pas bien parce que on change d'avis tous les 6 mois. Or, un chef d'entreprise a besoin d'avoir des règles stables au moins sur 5 ans.
Philippe de Sertine. On se bat en France pour avoir des climatiseurs. Voilà la réalité. Mais alors, vraiment, là, on a cette question de la climatisation pendant quelques jours. Lorsqu'on parle du fait que l'on ait, par exemple, besoin dans les écoles, dans les EHPAD, dans les universités également, d'ailleurs, une climatisation, c'est beaucoup plus large que ça. C'est pas uniquement une climatisation. C'est, on le disait tout à l'heure, une isolation des bâtiments. C'est la végétalisation autour pour essayer de diminuer au maximum la réverbération de la chaleur. C'est-à-dire, c'est en fait beaucoup d'éléments qui doivent être dans une logique de stratégie. La stratégie, elle est surtout dans la manière dont on envisage le problème, plus que de se focaliser sur un élément. Donc, quand on va dire, bon, quand vous regardez d'ailleurs, là, on voyait dans les images, il y a énormément de composants, de toute façon, qu'on ne fabrique pas en Europe. Donc, la souveraineté, on ne doit pas rêver, on ne l'a pas, on ne l'aura pas surtout. Et la vraie question, quand on est aujourd'hui dépendant d'un certain nombre de produits, c'est en disant comment on va avoir une contre-dépendance sur des technologies qui sont des technologies très très pointues, qui nous permettent éventuellement de faire de la contrepartie quand on a des tensions. Les Chinois sont devenus spécialistes de ça. Ils ont repris les terres rares, et ce qui fait que quand on est en train de leur dire on va vous bloquer le détroit d'Ormuz, ils disent on va vous bloquer les terres rares. Bah, du coup, on débloque. C'est-à-dire, en fait, sans arrêt, la question qui se pose autour de cet ensemble de stratégies, ce sont des questions qu'on peut régler. En revanche, la stratégie, il est capital qu'on l'ait. Et la stratégie, c'est pas uniquement dire on va acheter des climatiseurs quand il fait chaud. Parce que là, bien sûr, vous êtes dans un moment où la production ne peut pas assurer et où en réalité, on dit bien dans 10 jours, à nouveau, vous aurez dans le grand magasin des piles de climatiseurs et là, personne les achètera. Donc, on n'est pas en train de traiter vraiment la question avec une vision de long terme. Et c'est ça qui doit être fait face au dérèglement climatique. Et vous acquiescez. Oui, mais parce que ça, c'est un symptôme en fait qu'on n'a pas du tout anticipé. En fait, je veux dire, on est en train juste de gérer l'urgence et on le gère mieux depuis 2003. Mais on n'a pas cette stratégie qui doit être mise en place. Et effectivement, on ne doit pas reposer toute notre stratégie de rafraîchir, parce que ce qu'on a besoin, c'est de rafraîchissement. On n'a pas besoin de clim en soi. Je veux dire, il y a plein d'autres leviers pour se rafraîchir. Et là, moi, j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce qui se fait en Espagne avec ces refuges climatiques. J'aime pas trop le mot refuge, ça fait quand même assez anxiogène quand même, mais quelque part, on va finalement construire des endroits où les gens vont pouvoir rafraîchir, donc du coup, peu importe la méthode, où les gens vont pouvoir d'abord se retrouver. Je pense que la socialisation, créer des opportunités aussi de recréer du lien social à travers ces questions d'adaptation me semble absolument essentiel. Vous avez raison, mais en Espagne, ils ont plus de climatisation que nous. Oui, bien sûr. Je ne dis pas un pro-climatisation. Je pense qu'il faut de tout. Les 50 degrés, ils les ont à Séville aussi. Planter des arbres, faire des îlots de fraîcheur, changer la conception des bâtiments pour les rendre plus frais, ça c'est du moyen et du long terme. À court terme, si on ne climatise pas nos écoles, si on ne climatise pas nos hôpitaux, si on ne climatise pas nos prisons, pardon de revenir, mais enfin les prisonniers sont des citoyens comme les autres, on n'y arrivera pas. Donc il y a le court terme, le moyen terme et le long terme, c'est une stratégie, mais il n'y a pas de stratégie aujourd'hui. Elle n'est pas posée sur la table, elle n'est pas consensuelle, et elle est soumise aux aléas de la vie politique. Ça va pas. Je ne dis pas que la climatisation n'est pas un outil de rafraîchissement. Et d'ailleurs, je pense pas le contraire non plus. Je pense que même pour certains secteurs, c'est le seul moyen. C'est un levier, et en particulier les hôpitaux, comme vous avez listé, tout à fait. Juste au passage, les EHPAD. Alors vous allez dire, il y a eu un plan EHPAD. Le plan pour la climatisation des EHPAD, c'est une pièce dans les EHPAD. Ça veut dire qu'en réalité, les EHPAD aujourd'hui, avec beaucoup de personnes qui sont très fragiles, ont des endroits qui deviennent invivables. C'est-à-dire vous mettez tout le monde dans une pièce et je dirais les endroits où les personnes les plus fragiles ne sont pas climatisés. Donc ça, on doit avoir ça à l'esprit. Nous n'y sommes pas, il n'y a pas de stratégie. Alors, les conséquences sur l'économie, c'est déjà du concret et c'est pas vous qui allez me dire le contraire, je pense. Thierry Marx, merci beaucoup d'être notre invité. On en est ravis aujourd'hui. Vous êtes président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. Soyez le bienvenu, je vous en prie. Une journée comme celle-ci, vous allez l'apprendre dans quelques instants, ça équivaut en France à une demi-journée de grève. Voilà, ça c'est concret. La canicule, elle agit sur de nombreux aspects de notre économie. Alors il y a le passage aux urgences, il y a le fait de se terrer dans l'ombre, on évite de sortir au restaurant ou d'aller voir des spectacles ou encore de faire des boutiques. Et il y a même une étude qui est sortie il y a quelques heures maintenant, je vous le redis, ce chiffre, on en a parlé, je le remets sur la table, c'est 210 milliards d'euros de pertes pour l'économie française en raison de cette canicule d'ici 2030. Alors, c'est à nouveau Philippe de Sertine qui va nous exposer les enjeux, puis après je me tourne vers vous, vous allez le voir. Alors Philippe de Sertine, le premier élément à prendre en compte, c'est que les canicules, elles coûtent beaucoup plus cher au mois de juin. Non mais c'est un facteur très important que lorsqu'elles surviennent, en plein mois de juillet, en plein mois d'août.
Alors c'est tout simplement parce que ça affecte une économie qui est en fonctionnement, on va dire, le plus élevé. On a passé les ponts de mai, on n'est pas encore en vacances, on travaille beaucoup. Dans un grand pays comme la France, on produit énormément dans ces mois-là. Et donc évidemment, quand vous avez la canicule à ce moment-là, vous bloquez en plus une grande partie de l'économie française, c'est-à-dire notamment l'économie service. Vous la bloquez directement, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure sur votre plateau, c'est-à-dire baisse de productivité des personnes quand la température augmente, mais aussi la fermeture, par exemple, des écoles. 1800 écoles à peu près fermées hier, ça veut dire les parents qui doivent gérer les enfants, donc qui ne peuvent pas aller au travail. Eh bien tout ça, effectivement, ça se répercute, je dirais, dans les chiffres de l'économie. On le voit de façon précise. Peut-être quand même, en disant attention par rapport à l'étude qu'on a évoquée, j'ai aussi entendu François Langlais l'évoquer tout à l'heure, oui. En disant c'est probablement ce qui nous permet de dire qu'il va falloir faire quelque chose. On a une étude de l'INSEE sur la canicule de l'année dernière qui montre qu'en fait ça se récupère ensuite. C'est-à-dire on ne doit pas non plus là, avoir un discours qui soit extrémiste en termes de catastrophe. En matière économique, l'année dernière, la canicule n'a pas eu d'impact réel sur le PIB. L'Espagne, dont on parlait tout à l'heure, a même eu sa plus forte croissance dans la période caniculaire. Donc je dirais très ponctuellement, les effets sont sensibles, mais peuvent se récupérer au moins en partie. La canicule de 2003, elle a eu des conséquences très lourdes, parce qu'elle a eu des conséquences notamment sur l'agriculture. Et on parle de dizaines de milliards. On peut chiffrer le coût des vagues de chaleur en dizaines de milliards. Non, dizaines de milliards, honnêtement. Donc là, le chiffrage qui est donné sur l'étude, c'est un chiffrage sur 10 ans. On parle bien des 210 milliards d'euros pour l'économie française. Voilà. Sur 4 ans, 2026-2030. Exactement. Et là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est un peu, alors qui n'est pas forcément en contradiction, mais qu'il faut regarder par rapport au coût réel que l'on veut mesurer. C'est-à-dire, en termes de PIB, de croissance, vous ne le verrez peut-être pas. Quand vous avez énormément de personnes qui décèdent, si vous essayez de chiffrer, alors ça se voit pas dans la croissance annuelle, mais le chiffrage des décès, c'est quelque chose évidemment qui est un chiffrage énorme. Donc là, vous voyez, dans la manière dont on chiffre, il faut faire très attention. Ce qui est certain, c'est que ça nous montre à quel point le fait d'investir est quelque chose, on le disait tout à l'heure, est-ce que c'est rentable ? La réponse est oui. Quand vous voyez ce que vous pouvez éviter en termes de pertes, il n'y a aucun doute, il faut investir parce que l'investissement, il est parfaitement justifié par le coût de ne pas investir. Merci beaucoup Philippe Dessertine, très clair, merci beaucoup. Alors Thierry Marx, à quel point cela vous impacte déjà, vous, c'est-à-dire tous les professionnels que vous représentez en étant ici sur ce plateau ? Je prends un exemple très concret, on a repéré un artiste de Ouest France qui dit que des restaurants de Nantes ferment leur cuisine à cause des températures trop élevées. C'est vrai, c'est que il y a d'abord moins d'attractivité pour aller au restaurant, ça c'est une chose. Il y a aussi le confort des collaborateurs qui sont dans ces cuisines et qui surchauffent, bien évidemment. Donc tout ça crée une baisse de fréquentation. Alors c'est vrai, et c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que vous avez des fréquentations, ce qu'on appelle sur la limonade, sur les terrasses, toutes ces consommables, mais le restaurant où on va être assis pendant 2 heures, pour peu que le restaurant ne soit pas climatisé, eh bien finalement on n'y vient pas. Donc il y a une baisse, mais c'est pas tant ce qui m'inquiète, parce que je pense qu'on a une capacité d'adaptabilité à tout ça. Ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on a un projet, est-ce qu'on se projette à 10 ans ? Et moi, ce qui m'inquiète, effectivement, c'est l'agriculture, la gestion de l'eau, la gestion du coût matière première, ce qui impacte nos restaurants. Par exemple, le coût de l'eau va impacter le contenu de l'assiette, le prix des matières premières. Il faudrait avoir une vraie projection. On sait que de toute façon, le réchauffement, il est là. Et qu'est-ce qu'on nous propose sur 10 ans pour que les entreprises s'adaptent ? Et notamment sur la loi sur le travail. C'est-à-dire que quand vous décalez les horaires de travail, bien évidemment, ça répond à un certain nombre de critères que ne pouvez pas bouger aussi facilement. Donc, je pense qu'il faut se mettre autour du... Enfin, je suis assez convaincu dans mon métier, on le fait dans notre syndicat, c'est de réfléchir et de projeter à 10 ans et dire voilà, comment on va s'adapter dans ces périodes de canicule. Là, évidemment, on est dans des phénomènes d'urgence, alors on se dit oh là là, c'est catastrophique, et il est peut-être vrai que dans 15 jours, on va avoir une série de pluies, on va se dire ah non, mais c'est catastrophique, on va louper la saison. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se projeter un petit peu sur le climat, regarder un petit peu ce qu'on va faire, et que les entreprises vont de fait s'adapter. C'est la phrase de Nietzsche. La question étant d'ailleurs une bonne nouvelle. Pourquoi ils trouveront un comment. Encore pour Thierry Marx, vous projetez à 10 ans et bien sûr ça vous honore, mais là il y a des situations d'urgence. Vous parlez de professionnels par exemple dans vos restaurants, mais la question de la clim par exemple, vous le savez, elle est dans toutes les discussions, tout le monde en débat, etc. Est-ce que vous dites dans nos métiers, on doit s'armer, on doit climatiser, on doit mettre plus de climatiseurs, et si oui, dites-vous à l'État, il faut nous aider? Alors, d'abord il faut arrêter de demander à l'État de nous aider. Premier principe. Ça fait 3 ans qu'on est en souffrance dans ces métiers. Ça fait 3 ans que les TPE, les PME de la restauration n'ont quasiment plus de trésorerie.
Donc oui, il faut s'équiper, mais il faut en avoir les moyens. Donc il y a d'autres verrous à faire sauter pour que nos entreprises puissent commencer à refaire de la trésorerie. On va parler des charges, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais pour que les entreprises puissent refaire de la trésorerie et puissent faire cette transition absolument nécessaire d'aller vers le futur et de mettre des climatisations, bien évidemment, de l'étanchéité, mieux gérer l'eau dans nos restaurants. Qui mesure l'eau dans son restaurant, dans son hôtel? Non, aujourd'hui, vous pouvez pas construire un hôtel sans avoir une station d'épuration dans l'hôtel. Tout ça sont des projets à long terme. Évidemment, il y a l'urgence du moment, mais je continue à penser qu'aujourd'hui, dans ces TPE, c'est quand même 88 000 TPE aujourd'hui dans la restauration, eh bien, elles n'ont pas les moyens de s'impliquer pour changer la structure de leur restaurant. En essayant de provoquer un peu la discussion, mais pourquoi ces discussions-là, vous, entre professionnels ou avec l'État ou que sais-je encore, vous ne les avez pas eues avant? On a commencé l'émission en montrant Evelyne Delia devant un écran en 2014 qui disait voilà quelles seront les températures sur le pays. Et on peut se demander à tous les niveaux de la société pourquoi avant on ne s'est pas armé. Oui, je vais vous répondre là-dessus. Quand j'ai été élu à ce syndicat, il me reste encore 4 mois à faire, j'ai choisi une meilleure communication, travailler sur l'impact social et travailler sur l'impact environnemental. On a passé un accord avec l'ADEME et on a commencé ces travaux. Je prenais un département des Pyrénées-Orientales. Quand on pense aujourd'hui avec les préfets dans les Pyrénées-Orientales, on a un vrai problème de stress hydrique. Eh bien, dans les hôtels, plutôt que de supprimer la piscine, on a commencé à travailler sur les eaux grises d'hôtels, comment on recycle un certain nombre d'eau pour pouvoir les réutiliser. C'est un travail de fond. Et c'est ça qui est important de souligner aujourd'hui. À chaque fois qu'on va avoir un pic, on va faire le looping médiatique permanent. On va dire, oh là là, il y a un pic, c'est catastrophique. Après, ça va être la neige, après, ça va être la pluie. Enfin, je sais pas. À chaque fois, c'est un problème climatique. Donc, à un moment donné, il faut se dire qu'il faut projeter un petit peu les choses plus sereinement et de se dire, il faut redonner aux entreprises. Les entreprises vont s'adapter, mais il faut qu'elles en aient les moyens. Et dans mon secteur d'activité aujourd'hui, les entreprises n'ont pas la trésorerie nécessaire pour faire ces droits. Ce qui est vrai aussi pour les agriculteurs. Quand on leur paye le produit au juste prix, finalement, ils font la transition. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre association Bleu Blanc Cœur. On voit bien qu'on sait produire des produits bons, avec une transition environnementale qui est nécessaire, parce que les produits sont payés au juste prix. Donc l'agriculteur fait la transition. Le coût de l'eau et le coût de l'énergie va être déterminant dans le contenu de l'assiette. Sur l'eau, vous savez, on en parle absolument tout le temps, au niveau national, au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée. Il y a avec les professions, des ministres plein de bonne volonté, et surtout une administration qui est assez compétente. Maintenant, il faut prendre des décisions. Et c'est vrai que les accidents peuvent être spectaculaires dans tous les sens. Les bassines, pas très bien comprises par les uns, nécessaires du point de vue des autres. C'est un débat technique de tous les instants. Et puis avec, Yves a tout à fait raison, la dimension politique qui apparaît, c'est une dimension presque messianique. L'idée qu'on puisse gérer l'eau gêne ceux qui pensent que l'eau doit couler naturellement. Mais si l'eau coule naturellement, elle va tout dévaster et elle ne sera pas présente quand on en aura besoin. Et là, c'est un vrai problème de philosophie. A-t-on le droit de maîtriser la nature? Ma conviction est que oui. Pour dire un mot, on voit bien qu'il faut un programme, qu'il faut que l'électrochoc soit suivi, parce que si c'est un électrochoc qui est oublié, dans 15 jours, c'est pas suivi, qu'il faut que les politiques qui vont être candidats à l'élection présidentielle, on n'en manque pas, fassent sans doute de cette question un élément majeur du programme, et après, il faut des financements. Moi, je note une chose, et Philippe Dessertine ne dira pas le contraire, il y a 6 600 milliards d'épargne dans ce pays. On peut peut-être créer des outils d'épargne bien rémunérés pour les Français, où ça pourrait servir à cette adaptation. Ce serait pas totalement idiot, ça permettrait à ceux qui épargnent d'avoir des rémunérations qui soient de montant correct, et ça coûterait moins cher que de décaisser de l'argent qu'on n'a plus. On n'est pas quand même sans solution. Mais où c'est certes, mais on parle sur le long terme, on parle sur 25 ou sur 30 ans, on parle pas sur des programmes courts. Soit c'est la grande affaire, et on s'en sortira, et on sera un pays qui éclairera les autres de ce qu'on aura pu innover, soit on sera en retard sur les autres et on continuera à avoir des plateaux très intéressants comme le vôtre. D'événement en événement, on dira on est en retard et on court après la problématique. Thierry Marx, et puis on verra si vous êtes effectivement d'accord, comme le disait Yves Gégaud et Philippe. Non, mais je suis assez d'accord, pas que sur l'épargne. Quand une entreprise fait un investissement lié à l'impact environnemental, il faudrait qu'il y ait un bénéfice sur la fiscalité, ce qui allégerait, et les entreprises pourraient prendre en charge. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Il faut vraiment donner de l'oxygène là-dessus. Et puis, regardez un petit peu les pays qui l'ont fait.
il y a très longtemps. Vous prenez un pays comme Israël. La première université qui monte, il la monte sur l'alimentation. C'est assez intéressant à étudier. Moi, je l'ai étudié à l'université. Et je voyais que ces gens se sont posé la question dans les années 60 de dire, petit pays, beaucoup de monde, peu d'eau, peu de terres agricoles. Donc, quand vous regardez les études de cette université, c'est tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc il faut regarder ça un petit peu, mais il faut projeter. Vous ne pouvez pas le faire si vous ne projetez pas. Et puis il y a toute la construction liée, encore une fois, je reviens sur l'alimentation, parce que le coût de l'alimentation va être vraiment impacté sur ce réchauffement climatique. Philippe de Sertine, on fera une pause du côté de la Tour Eiffel et je viens vers vous. J'ai donné le programme, allez-y. Donc je crois vraiment que tout ce qu'on est en train de dire nous montre à quel point on est en train de changer complètement d'époque. Et c'est quelque chose évidemment qui est compliqué au moment d'une élection présidentielle où chacun essaie de se rattacher en fait à l'époque précédente. Ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on est en train d'évoquer, et par rapport à ces chiffrages qu'on donnait tout à l'heure, 210 milliards, ou même les 7000 milliards d'épargne qu'on évoque, c'est qu'en fait, on est en train de changer la manière de représenter comment on va créer la richesse demain. Vous voyez, quand on va gérer mieux l'eau, en fait, on crée de la richesse, on crée de la valeur. En revanche, c'est pas une valeur comme on l'a mesurée avant, parce qu'avant, et notamment en Europe, on dit quand on crée de la valeur, c'est que c'est vendu, on fait du bénéfice et on regarde combien on gagne en termes de marge. Quand vous êtes en train d'améliorer l'eau, vous n'avez pas forcément tout qui est vendu et tout qui fait une marge. Mais tout le monde, notamment grâce à des critères scientifiques, ce qu'on appelle l'impact, ce que vous évoquez tout à l'heure, c'est quelque chose dans lequel on mesure une création de valeur. Et là, le grand changement par rapport à ce que vous disiez, où on sera en 2030, on va mesurer la création de valeur, le PIB, vous voyez, cette création de valeur annuelle, la façon dont on regarde notre dette par rapport au PIB, va être une création de valeur beaucoup plus précise et plus riche que celle que nous faisons aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on peut être optimiste, parce que c'est comme ça qu'on va avoir du financement, et c'est comme ça qu'on va rémunérer l'épargne. Alors je le promettais, on prend la direction de la Tour Eiffel. Alors certains, si vous nous rejoignez et si vous n'avez pas encore rebranché l'actu, vous dites, pourquoi la Tour Eiffel ? C'est quoi le rapport ? La Tour Eiffel, elle est fermée. Elle est fermée depuis 16 heures et en raison de la canicule. Jordan Olivier, vous êtes sur place avec Jeanne Badarou. Alors bien sûr, c'est tout un symbole. La Tour Eiffel fermée pour cause de canicule, c'est quelque chose. Oui Amélie, même la Dame de Fer a dû s'adapter à ces fortes chaleurs. Vous la voyez la Tour Eiffel d'ailleurs sur ces images de Jeanne Badarou. On est au pied de la Tour Eiffel. Il fait actuellement 36 degrés ressentis. 42 et donc la Tour Eiffel est fermée, vous l'avez dit, depuis 16 heures et au moins jusqu'à ce soir minuit 45. Et vous le voyez sur ces images, là il y a le chemin qui mène généralement les touristes jusqu'à la Tour Eiffel, plusieurs milliers de personnes par jour et ce chemin il est désormais fermé pour des raisons de sécurité, pour les touristes mais aussi pour le personnel de cette Tour Eiffel et forcément c'est une nouvelle qui divise les touristes que nous avons rencontrés. Écoutez. Nous avons décidé de venir exprès en été. Nous venons du Brésil, donc pour nous c'est une température normale. Ça va, je ne suis pas trop déçu. J'ai pu l'admirer d'en bas, donc je suis quand même satisfait. Je comprends la décision, mais je pense que ça pourrait rester ouvert toute la nuit parce qu'il ne fait pas si chaud. J'espère que ça rouvrira demain. La Tour Eiffel n'est pas le seul monument à avoir pris ses dispositions puisque l'on a appris en milieu d'après-midi que le musée du Louvre allait avancer son horaire de fermeture. Le musée du Louvre va désormais fermer à 16h plutôt qu'à 18h à partir de demain et ce jusqu'à samedi. Merci beaucoup Jordan Olivier avec Jeanne Badarou sur place. Alors vous me faisiez signe, vous avez raison bien sûr Thierry Marx, vous êtes président de l'Union des métiers, des industries et de l'hôtellerie. Quand vous voyez la Tour Eiffel fermée, le Louvre pour quelques jours, le Mont Saint-Michel, c'est tombé il y a quelques minutes, qui dit en fait bon, vaut mieux reporter les visites. On se dit mais c'est un peu catastrophique pour les professionnels. C'est un peu catastrophique pour les professionnels. Alors là, je suis directement concerné, je peux en parler. La Tour Eiffel, depuis dimanche qu'on a été prévenu, on a fermé tous les dîners et on perd en gros dans ce restaurant 600 couverts tous les soirs. Voilà, donc ça c'est du concret. Donc c'est vrai que c'est très très mal compris par nos clients parce qu'il faut les annuler or qu'ils ont réservé depuis des mois pour cet établissement et c'est vrai pour beaucoup d'endroits mais c'était vrai ce matin j'ai pris le TGV et il y avait 3 TGV de supprimés et on nous annonce que c'est à cause de la alors, il y a des mécanismes comme ça que le citoyen ne comprend pas en disant mais pourquoi on est aussi fragile. Mais je pense qu'il y a quand même eu un manque d'anticipation il y a 20 ans sur ce qu'on vit aujourd'hui. Mais je suis même vraiment d'accord avec ça. Il faut changer de siècle, vraiment.
et de se dire maintenant il faut se projeter sur 10-15 ans, qu'est-ce qui va nous arriver pour qu'on puisse s'adapter, parce qu'on parle de ça, mais on parle pas beaucoup de l'humain. Tous ces flux de l'immigration qui viennent justement de pays qui sont quasi désertiques aujourd'hui. Il faut peut-être repenser là aussi une politique agricole, comment on va réguler tout ça. Il y a tout un tas de choses. Quand on parle du coût du travail aussi et du travail, de l'impact que ça a sur nos salariés, on ne s'occupe pas de cette ubérisation du travail où là personne ne s'occupe de ces gens qui... Alors vous voyez qu'on est dérégulé à peu près de partout et on n'y est pas vraiment prêt. Et c'est ça qui, moi, m'inquiète en me disant il faut refaire un cap à 10 ans pour se dire on va commencer à travailler sur les investissements nécessaires pour l'avenir. Mais président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie que vous êtes, est-ce que c'est même un appel que vous lancez en vue de l'élection présidentielle? Est-ce que vous avez décidé, peut-être pas en venant sur ce plateau, mais de dire en fait moi je vais venir en vous disant ça va être un enjeu de l'élection, on va le mettre au cœur des discussions et maintenant retrouvons-nous, mais maintenant? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a prévu une dizaine de questions qui viennent de nos entreprises, mais qui viennent aussi des salariés de nos entreprises. C'est les questions que nous allons poser aux personnes qui prétendent diriger ce pays. Voilà, c'est bien d'avoir des candidats, et beaucoup, c'est évoqué, il y en a beaucoup, mais on va les interroger sur différents sujets, et notamment il y a 8 ou 10 points sérieux qui remontent, de nos salariés, sur la mobilité, sur le logement, sur le salaire brut et le salaire net, et puis il y a un certain nombre de questions des entreprises pour un peu faire sauter les verrous qu'on doit pour pouvoir investir dans nos entreprises et aller vers l'avenir. C'est une question un peu, pas sous forme de conclusion, mais encore une fois, je recite Dominique Seux que j'entendais sur France Inter hier matin qui disait « Nous sommes piégés ». Nous sommes piégés, nous n'avons pas de prise sur les réchauffements. Moi, je voudrais en conclusion savoir, mais pouvoir dire à nos téléspectateurs, est-ce que nous sommes piégés ou est-ce qu'on peut voir un peu de lumière et essayer de se dire que quelque chose est encore à faire? Non, alors quelque chose est à faire. Hein. Le catastrophisme, c'est dire qu'il n'y a plus rien à faire, et le déni, c'est dire qu'il n'y a plus rien à faire non plus. Non. Alors, d'abord, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre si on veut pas que le futur devienne pire que ce qu'on vit maintenant. 2, il y a de l'anticipation. Donc, l'exemple de Thierry Marx sur Israël est un exemple. Et je voulais juste citer cet exemple. En ce moment, les pays scandinaves regardent de près tout ce qui concerne les sécheresses et les feux de forêt. Ils ont de très belles forêts. Ils sont absolument pas pour l'instant impactés par les sécheresses, mais ils ont décidé que ça, c'était quelque chose qui, dans 20 ans, pourrait leur tomber dessus. Et donc, ils commencent à regarder un petit peu quels sont les dispositifs qui sont mis en place dans les pays d'Europe du Sud, qui sont exposés aux feux de forêt, pour savoir quelles pourraient être, on va dire, des mesures à mettre en place en anticipation. Et donc, on doit passer maintenant clairement dans la stratégie et l'anticipation. Voilà. Et maintenant... Je me souviens plus de la question, mais donc est-ce qu'il y a des raisons d'être positif? Est-ce qu'on peut quand même garder un peu d'optimisme? Et j'aurais aussi une question pour Monsieur Longuet. Eh bien, alors, passez à Monsieur Longuet. Alors, Monsieur Longuet, ancien ministre de l'Industrie que vous êtes, est-ce que là, on s'inquiète pour nos infrastructures? Encore une fois, c'est du concret. On voit les trains qui avancent plus par endroit. On voit une centrale à l'arrêt. Est-ce que vous dites à nos téléspectateurs, attention, on a encore du souffle, on a encore des ressorts, on a encore en plus de la marge pour s'améliorer d'ici 2050? La décarbonation des process industriels. L'industrie, c'est un tiers des émissions de CO2, en gros. Le chauffage, un tiers. Et puis, transport, un dernier tiers. Pour simplifier, nous pouvons, dans l'industrie, je parle de ce que je connais, procéder assez rapidement à une décarbonation des process industriels les plus émetteurs, cimenterie, sidérurgie. On peut faire des choses assez rapidement. Il y a une seule règle. Justement, ne pas en changer. À la limite, si elle est parfaite, c'est bien. Si elle est pas tout à fait parfaite, c'est pas grave, à condition de ne pas la changer. Quand Trump change toutes les règles des accords mondiaux, il fout en l'air l'effort de décarbonation qui avait été accepté par les uns et par les autres. Je vous remercie. Nous avons besoin de faire tous le même effort. Il n'y a aucune raison que les Français soient le seul à le faire. Merci Gérard Longuet d'avoir accepté l'invitation. Merci Yves Gégaud, Valérie Nataf. Merci beaucoup. Monsieur, alors on attend le rapport du GIEC. Vous avez dit c'est dans fin 2028. Fin 2028. Merci beaucoup. Merci Philippe de Sertine. Merci beaucoup Thierry Marx d'avoir accepté l'invitation. J'ai envie de vous dire bon courage. Parce qu'on l'a compris ensemble, ça devient très concret, très compliqué par endroits pour vous et les professionnels que vous représentez. Merci à vous de nous regarder, bien sûr. Et puis vous pouvez nous écouter en podcast. Vous avez le QR code qui est là, que vous flashez, que vous scannez. Vous nous écoutez en marchant, en mangeant, au frais, si possible, bien évidemment.